Dear all, my name is Anita Brodén, and I'm a member of the Parliament and represent the Liberals and also Särla. It's a great honor for me to present Mr. René Ngongo from the Democratic Republic of Congo. Mr. Ngongo created the organization Ocean in his work to protect the environment and nature, especially the rainforest, which is the second largest in the world after the Amazonas. Mr. Ngongo has shown great courage in his work to protect the rainforest and the biodiversity in Congo. Congratulations, and the floor is yours, Mr. Ngongo. Madame la vice-présidente de la Commission européenne, honorables députés, distingués invités, lorsqu'au début des années 90, mes collègues et moi avions pris la décision de créer Océan, nous étions loin et si loin de penser que ce petit mouvement qui regroupait quelques écologistes de formation de l'université de Kisangani et quelques autres passionnés qu'on appelait amis de la nature, allait faire tache d'huile sur l'ensemble du pays et déboucher sur un prix de renommée comme celui-ci, le Right Livelihood Award, qui est connu comme prix Nobel alternatif et pour lequel nous sommes ce soir réunis dans ce magnifique cadre du Parlement suédois. Quelle évolution de sentir que depuis nos modestes premières réunions à Kisangani en 1991, l'intérêt porté aujourd'hui par la communauté internationale au sort des forêts congolaises, comme on l'a dit tout à l'heure, la deuxième plus vaste forêt tropicale du monde après l'Amazonie, ne cesse de grandir. C'est aujourd'hui un espoir que les choses changent pour un avenir durable. J'espère que de tout cœur que les chefs d'État qui vont se réunir bientôt à Copenhague vont répondre à cet espoir et prendront des décisions et surtout des bonnes décisions. La route, certes, elle est longue, mais permettez-moi de revenir un moment sur le cheminement. Que dire de notre parcours dans cette noble et exaltante mission dont l'objectif de départ aura été de contribuer à maintenir et à restaurer l'équilibre écologique des écosystèmes naturels, à promouvoir le développement socio-économique qui garantit les droits des communautés locales et autochtones de base, bien évidemment en harmonie avec la gestion rationnelle de l'environnement ainsi que la protection de la biodiversité. Bien entendu, face aux multiples menaces et pressions croissantes sur les ressources forestières, il était pour nous impératif de contribuer à sauver les dernières forêts tropicales, non seulement pour préserver un patrimoine extrêmement riche en biodiversité, mais aussi pour limiter les perturbations climatiques déjà perceptibles à cette époque-là. Aussitôt, nous avions lancé des campagnes de sensibilisation à la radio et à la télévision. Nous avons organisé des journées écologiques qui furent des moments captivants, des moments de prise de conscience de l'ampleur de la déforestation et surtout de l'urgence d'y apporter des solutions tout à fait adaptées. C'est ainsi que furent lancés plusieurs programmes, notamment les programmes de lutte intégrée de la déforestation avec plusieurs composantes, notamment l'agroforesterie, la plantation des écoles, la ville verte ainsi que la contribution des foyers améliorés et la plantation de dizaines de plantilles avec le soutien du comité néerlandais de l'UICN, de la GTZ, de NISA, de 11-11-11, de Rainforest Foundation, de Global Witness et de Mekre Congo et bien d'autres.
Notre implication ensuite dans la mise en œuvre du projet Agroforesterie 3H des Rotary International et du projet LIC en partenariat entre les universités de Kisangani et celle de Limbo en Belgique nous permettra sans doute de nous rapprocher davantage des communautés et de réaliser qu'il est possible d'atténuer la pression sur les ressources forestières et de contribuer efficacement à la préservation de nos forêts à moindre coût. Ces projets que nous avons exécutés en grande partie en période de guerre à l'est de la République démocratique du Congo sont des véritables alternatives à l'exploitation industrielle de nos forêts qui a montré ses limites en matière de développement local et national. Ces expériences devraient être et doivent inspirer les décideurs qui vont se réunir bientôt à Copenhague, mais aussi les bailleurs de fonds, parce qu'il est temps de changer les modèles de développement et de soutenir les véritables solutions. Malheureusement, l'exploitation forestière, à l'instar des autres produits miniers, les diamants, l'or, les coltans, la cassitérite, a joué un rôle dans les conflits armés à répétition qui ont endeuillé plus de 3 millions de familles au Congo. Les produits forestiers ont non seulement servi comme source de revenus aux factions armées, mais aussi comme butin de guerre des armées étrangères qui n'ont pas hésité à se livrer bataille sur le sol congolais pour contrôler les ressources naturelles. Je me rappelle encore la guerre des 6 jours à Kisangani, dont les débits des hostilités à artillerie lourde ont coïncidé avec une célébration mémorable de la Journée mondiale de l'environnement, et cela dans les années 2000. Les rapports des experts des Nations Unies sur le pillage des ressources naturelles ont confirmé du reste nos données de terrain et ont démontré que l'essentiel du bois, frauduleusement exploité au mépris des normes environnementales et sociales, transité par les ports de Mombasa et de Douala au Cameroun avant de quitter le continent africain. Insistant sur ces liens préoccupants entre l'exploitation de nos ressources naturelles et les graves crimes, le procureur de la Cour pénale internationale a affirmé à propos de la guerre à l'Est en juillet 2003 que les sociétés qui financent les crimes doivent savoir que nous allons les poursuivre. Malheureusement, 6 ans après, nous attendons toujours le moindre débit de poursuites. Ces poursuites permettraient de décourager tous les fauteurs à nos troupes qui lorgnent encore nos forêts pour les exploiter, disais-je, pour les remplacer par des palmiers à huile, comme cela s'est fait sous d'autres cieux, particulièrement en Indonésie. Et parce que, comme on le dit, c'est pour les biocarburants encore une de ces fausses bonnes idées pour sauver le climat. Certains de ces mafieux n'hésitent pas à abandonner des centaines de grimes coupées dans nos forêts sans aucune explication et n'accordent aucun respect aux droits des communautés locales. Les communautés locales avec lesquelles nous avons beaucoup échangé voudraient que ces pareils manquements soient considérés comme un crime contre l'humanité. Nous revenons très récemment de Bumba et de Kisangani, il y a quelques jours, et c'est là en plein cœur des forêts congolaises, et nous avons encore une fois écouté les communautés locales et autochtones qui ont témoigné des nombreux problèmes qu'ils affrontent aux exploitants forestiers, notamment l'absence de consultation et d'information de base sur les compagnies et leurs projets de coupe, le non-respect des engagements sociaux que nous appelons chez nous les cahiers de charges, beaucoup de cas d'intimidation, de viols et parfois de morts. Mais surtout, non seulement les exploitants n'apportent pas le développement local, mais ils affectent aussi les ressources des populations, avec par exemple la disparition des plantes médicinales, le tarissement de certaines sources d'eau, la disparition et la raréfaction des gibiers, parce que vous le savez, les machines chassent les animaux, mais aussi l'abattage des arbres à chenilles qui, du reste la seule source protéinique pour les Congolais vivant de ces forêts.
Et comme vous le savez, le peuple congolais vit un paradoxe révoltant, celui d'un peuple économiquement pauvre sur un pays naturellement riche. L'abondance des ressources naturelles ne profite qu'à quelques-uns. Et en 2001, lors d'une de nos émissions radiophoniques à Kisangani, un éminent journaliste belge, Roger Esman pour ne pas le citer, que nous recevions dans ces émissions, nous disait encore, et je me rappelle ce qu'il disait, aujourd'hui, et là nous sommes en 2001, les Congolais affluent en Europe et ils continuent à venir à la recherche de l'exil économique, certes, mais si demain vous préservez bien vos forêts, ce sont nous autres Européens qui viendront chercher l'exil écologique chez vous. Comment cette prophétie pourra-t-elle s'accomplir si nos forêts ne sont pas mises à l'abri de toutes sortes de menaces et sans une administration forestière rodée et capable d'en assurer un contrôle adéquat? L'enjeu, comme vous l'avez remarqué, est de taille. Les forêts, à titre de rappel, de la RDC couvrent environ 145 millions d'hectares, soit 62% du territoire national. Elles sont un immense réservoir de carbone et de biodiversité, et de ce fait, elles ralentissent les changements climatiques dans des proportions d'envergure mondiale. Elles ont un rôle majeur à jouer dans les efforts internationaux de lutte contre les changements climatiques. Notre pays se classe dans les pays dits de méga biodiversité, se plaçant au 5e rang mondial pour la diversité des plantes et animaux. Notre pays abrite des espèces endémiques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs qu'au Congo. Nous citerons l'okapi et bien d'autres. Et 3 des grands singes au monde se retrouvent en RDC. Ces forêts jouent un rôle essentiel pour la survie de 40 millions de Congolais qui dépendent de manière directe ou indirecte de ces forêts parce que les forêts sont tributaires des ressources forestières pour les nourriture. Nous disons que c'est notre supermarché. Pour les soins médicaux, la forêt, c'est notre pharmacie et nous produit de bois énergie, de matériel de construction et représente beaucoup de valeurs spirituelles en termes de sites sacrés nombreux qu'on trouve dans ces forêts. Nous sommes encore loin de voir ces forêts être bien préservées. Il est donc temps d'agir. La gestion durable des forêts congolaises est une nécessité vitale parce qu'il y a beaucoup de pressions qui sont en train de croître de manière à utiliser ces forêts, sans oublier l'explosion démographique, les besoins énergétiques nationaux et internationaux. J'ai parlé des problèmes de biocarburants, de l'extraction minière qui menace ces forêts, des déplacements de la mondiale des besoins en bois d'œuvre, sans compter les infrastructures qui sont réhabilitées avec des impacts évidents. Je ne pourrais pas terminer sans donner quelques propositions qui peuvent nous aider à préserver ces forêts pour contribuer efficacement à la lutte contre les changements climatiques. Nous devons renforcer les droits des peuples autochtones et autres communautés forestières qui sont ces premiers gardiens des forêts et prôner le consentement libre, informé et préalable. Nous devons lutter contre la pauvreté qui gangrène ces milieux en prônant des alternatives crédibles. Nous exigeons plus de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion de ces forêts et la mise en œuvre des mécanismes de réduction des émissions liées à la déforestation qui pourront profiter aux pays comme le nôtre. Comment, chers participants à cette cérémonie, en pareille circonstance, ne pas rendre grâce à Dieu pour sa bienveillance et ne pas citer mes formateurs dont un se trouve présentement dans la salle? Comment ne pas citer les amis et compagnons de l'île des océans, des réseaux ressources naturelles et de la société civile congolaise, mais aussi internationale, qui depuis des années mènent un combat pour la préservation de ces forêts aux multiples sacrifices et privations? Que dire de mes collègues de Greenpeace
Ces hommes et femmes qui ne ménagent aucun effort pour braver les forces obscures et qui ont compris que ce monde fragile a besoin d'une voix, qu'il a besoin de solutions durables, des actions et des personnes qui s'engagent pour la bonne cause. Je vous dis que je suis fier de travailler pour cette organisation qui a plusieurs valeurs dont l'indépendance, la non-violence, la confrontation, la force d'agir ensemble. Et à ma famille ici présente, pour bien des sacrifices consentis, pour tant d'amour, pour beaucoup de compréhension et de soutien inconditionnel, que vous dire sinon tout simplement merci. Je salue dans cette salle la présence de la conseillère principale de notre chef d'État qui a fait le déplacement ici à Stockholm. Elle est conseillère principale au Collège Environnement, les chargés d'affaires de notre ambassade ici en Suède, du sénateur Fidel Sulubika qui a fait le déplacement pour venir assister à cette cérémonie et une forte présence des Congolais de Suède. Je voudrais croire que mon pays va changer les choses et capitaliser cette opportunité pour donner suite à nos préoccupations et préserver les forêts, pas seulement pour nous, mais pour les générations futures. Enfin, mes remerciements s'adressent à la Fondation Right Livelihood Award et à son président Jacob pour ces micros supplémentaires que vous venez de donner à notre campagne Forêt du bassin du Congo. Ce prix qui nous est accordé en ce moment, surtout à la veille de Copenhague, n'est pas un fait du hasard. C'est un signal fort que vous lancez à la communauté internationale pour attirer son attention sur ce précieux patrimoine qu'ensemble nous devons préserver. Nous citons les forêts de la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention soutenue.